Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 8 et le chapitre 9 de Raison et Sentiment. Rappel du chapitre 6 et 7. Dans le chapitre 6, nous voyons en détail la description de la chaumière, leur installation, ainsi que les plans farfelus de réaménagement de la chaumière par Madame Dashwood. Enfin, nous faisons la connaissance de Monsieur John Middleton et de sa femme. Dans le chapitre 7, la famille Dashwood passe leur première soirée au domaine de Barton Park. Elles font plus ample connaissance avec leurs cousins. Elles découvrent également l'amusante mère de Milady Middleton, Madame Jennings, ainsi que l'ami intime de John Middleton, le colonel Brandon. Dans ce chapitre 8, nous allons apprendre l'activité préférée de Madame Jennings, qui est de marier toutes les personnes de sa connaissance. Et nous voyons également le regard de Marianne sur le colonel Brandon, qui est assez dur, mais également amusant. Chapitre 8, Raison et Sentiment. Madame Jennings était veuve d'un homme qui avait fait fortune dans le commerce. Elle avait 2 filles qui étaient riches et jolies et furent bientôt mariées. Donc elle ne songeait plus qu'à marier les personnes de sa connaissance. C'était son activité préférée. Elle disait qu'il n'y avait de bonheur sur la terre que dans un bon mariage. Et elle faisait tout ce qui dépendait d'elle pour mener les choses à bien. Elle avait une habileté remarquable pour découvrir les attachements réciproques, et parfois même avant que les gens ne savent qu'ils étaient amoureux. Le jour même de son arrivée, en suivant les regards du colonel Brandon et en l'examinant pendant que Marianne chantait, elle eut le prompt discernement de découvrir qu'il en était passionnément amoureux. Le second jour confirma cette idée. Il ne lui parlait point et la regardait souvent. Signe certain d'amour pour Madame Jennings. Et une fois, elle avait entendu un soupir étouffé. Donc là, elle en était sûre, il n'y avait plus le moindre doute. Ce sera, se dit-elle, un charmant mariage des 2 côtés, car il est riche et elle est belle. Depuis que Madame Jennings avait appris à connaître le colonel chez son gendre, elle avait un vif désir de le marier. Et elle trouvait ici une double jouissance pour elle-même, dans le plaisir de railler le colonel quand il était au parc, et Marianne quand elle allait à la chaumière. Imaginez-vous la joie de Marianne. Elle trouvait mauvais qu'on ne respectât pas son âge, parce que Monsieur Brandon, le colonel, est beaucoup plus vieux qu'elle. Donc si vous vous rappelez, il a 35 ans, elle en a que 17. On apprend que Madame Dashwood, qui n'avait que 5 ans de plus que le colonel, ne le trouvait pas aussi vieux qu'il paraissait à la jeune imagination de sa fille. Et Marianne répondit « Vous ne pouvez nier l'absurdité de cette supposition. Et si ce n'est pas méchanceté, c'est du moins bêtise. Le colonel Brandon est peut-être un peu moins âgé que Madame Jennings, mais il est assez vieux pour être mon père. Et même en supposant qu'un homme puisse encore être amoureux à son âge, ce n'est du moins pas le colonel qui a l'air si grave, si sérieux et qui sent déjà les infirmités de la vieillesse. » Elinor qui s'écrie « Les infirmités ?» Alors je peux aisément supposer qu'il vous paraisse plus vieux qu'à ma mère, mais non pas que vous le trouviez infirme, il a l'air d'avoir une santé parfaite. Et Marianne qui répond « Ne l'avez-vous pas entendu se plaindre hier de rhumatisme, la maladie la plus commune aux vieillards? Il voulait mettre également un gilet de flanelle, la flanelle, le vêtement de la vieillesse. Pour moi, je suppose qu'en portant ce gilet, il peut avoir la goutte, un rhumatisme et tout ce qui s'ensuit. » Donc c'est assez marrant comment Marianne interprète les choses, et donc un simple rhumatisme et surtout un habit de flanelle. Alors ça apparemment c'est vraiment que les vieux qui mettent ça, donc ça y est, il est rangé dans la catégorie des vieillards. Et donc infirme, complètement infirme ce colonel Brandon. Donc elle demanda à sa sœur d'aller dans sa chambre pour aller chercher un livre, et elle profite de cet instant pour parler à sa mère au sujet d'Édouard Ferrare. Elle dit « Je suis sûre qu'Édouard Ferrare est très malade. Ne le pensez-vous pas comme moi? Voici 15 jours que nous sommes ici et il n'y a pas encore paru. Une maladie sérieuse peut seulement expliquer cette absence. » Madame Dashwood explique et se rappelle qu'il n'avait pas eu beaucoup d'empressement à accepter son invitation, de le prier de venir les voir. Et elle demande si Elinor l'attendait déjà, si elle avait reçu une lettre de sa part. Marianne est persuadée qu'il doit venir, ça ne peut pas être autrement. Et sa mère explique qu'elle lui en a parlé hier de quelques petites réparations à faire dans la chambre destinée donc aux visiteurs. Et Elinor dit que rien ne pressait, que cette pièce restera longtemps inoccupée. Marianne commence à se dire
Toute leur conduite est inexplicable d'un bout à l'autre. Si vous aviez vu la froideur de leur dernier adieu, si vous aviez entendu comment leur entretien était simple. Et elle ne pleurait pas, même autant que moi en quittant Norland. Actuellement, elle paraît tout à fait consolée. Pas abattue, pas mélancolique. Elle cherche pas à éviter la société. Je ne sais plus qu'en penser. Elle détruit toutes mes idées sur l'amour. Et Madame Dashwood répond, les miennes aussi. Mais Elinor est si sage, si raisonnable, que nous ne pouvons nous permettre de la condamner. Ce chapitre est assez court, donc nous apprenons l'activité préférée de Madame Jennings, qui est de marier toutes les personnes de sa connaissance, mis sont dévolus sur Marianne et le colonel Brandon. Nous voyons ici Marianne qui décrit le colonel comme étant un vieillard infirme, parce qu'il porte de la flanelle. Enfin, nous avons le retour d'Édouard Ferrars, parce que là, du coup, ça commence à faire long, nous n'avons plus de nouvelles de lui. Cela fait maintenant 15 jours qu'elle se retrouve dans la petite chaumière. Chapitre 9 de Raison et Sentiment. La famille Dashwood était tout à fait établie à Barton et s'y trouvait mieux de jour en jour. Leur habitation est simple, commode, avec un petit jardin. Tout était devenu familier, leur occupation journalière qui avait tant d'attrait pour ces jeunes personnes à Norland, avant la mort de leur bon père, et qui, depuis ce triste événement, avaient perdu plus de la moitié de leur charme, se retrouvaient en entier dans cette demeure. Elles n'éprouvaient que des sentiments doux et consolants. La mère et les 3 filles ne cessaient de se féliciter de leur changement de demeure. Sir John Middleton venait les visiter tous les matins, et il n'avait pas l'habitude de voir sa femme occupée à rien d'agréable ou d'utile. Il s'étonnait de les voir travailler ou étudier. Elle n'avait presque pas d'autres visites, malgré ses sollicitations pour leur faire découvrir les connaissances de leur voisinage. Mais l'esprit indépendant de Madame Dashwood s'y était absolument refusé, et l'avait emporté même sur le désir de procurer quelques amusements à ses filles. Elle déclara qu'elle verrait les personnes chez qui elle pourrait aller à pied en se promenant. Elle découvrit, environ à 1,5 miles de la chaumière, dans l'étroite et charmante vallée d'Allenham, qui suivait celle de Barton, un ancien et respectable château qui leur en rappelait celui de Norland, intéressa leur imagination et piqua leur curiosité. Elles apprirent que c'était une dame âgée, d'un très excellent caractère, nommée Madame Smith, mais malheureusement trop infirme pour vivre en société, qu'elle ne sortait pas de chez elle et n'y recevait personne. Il y avait donc beaucoup de promenades délicieuses et variées. La vallée offrait tous les jours de la chaleur, des ombrages frais, et de presque toutes les fenêtres de la maison, on voyait des collines qui invitaient à aller respirer sur leur sommet un air pur, vivifiant et admirer les plus beaux points de vue. Cependant, il plut pendant 2 jours. Dans la matinée du 3e jour, Marianne, ennuyée d'être enfermée, voulut faire une promenade, car elle apercevait quelques rayons de soleil à travers des nuages pluvieux. Elle invitait Madame Dashwood et Elinor, qui refusa. Elle persista et assura que le temps serait parfait en haut de la colline, et c'est sa petite sœur Margaret qui la suivit. Elle était toujours prête à courir. Elles suivirent le chemin de la colline la plus rapprochée. Arrivées en haut, elles admirent le ciel qui devenait bleu, comme l'herbe, et le feuillage était vert et rafraîchi, comme un air agréable soufflait autour d'elle. Et Marianne se dit qu'elle pourrait se promener encore au moins pendant 2 heures. Elles poursuivirent leur route, mais le ciel commença de s'obscurcir, et le vent d'être de plus en plus fort. Évidemment, une averse de grosse pluie tomba sur elles. Pas un arbre, pas un abri. Elles étaient alors au-dessus de la colline, et la maison la plus rapprochée était leur chaumière. Marianne s'élança, ainsi que Margaret, dans leur robe blanche, descendant rapidement comme des boules de neige. Marianne était sur le point d'atteindre sa sœur lorsqu'un faux pas sur une pente rapide et glissante la fit tomber. Margaret la voit par terre et l'entend crier, mais tellement entraînée par la vitesse de sa course, il était impossible pour elle de s'arrêter et d'aller à son secours. Qu'elle arriva en bas de la colline, courut dans la maison pour prévenir les domestiques de venir en aide à sa sœur. Cependant, un gentilhomme portant un fusil et suivi par 2 chiens avait passé sur la colline et se trouvait à 20 pas de Marianne lorsque l'accident arriva. Il jeta son arme et courut pour l'aider à se relever. Elle avait essayé elle-même de se remettre debout, mais impossible à cause de sa grosse entorse. Elle paraissait souffrir beaucoup quand le chasseur arriva près d'elle. Il offrit ses services, mais celle-ci refusa. Il l'enleva dans ses bras sans qu'elle pût s'en défendre, et d'un pas sûr et ferme, il la porta au bas de la colline. Margaret avait laissé ouverte la porte. Il y entra,
traversa rapidement et suivant immédiatement Margaret qui venait d'arriver et qui ouvrit la porte de la chambre, il porta Marianne et ne la quitta que quand il l'eut placée dans un fauteuil. Elinor et sa mère se levèrent d'un bond en grande surprise lorsqu'ils entrèrent, ne comprenant rien à ce qui se passait. Margaret et le beau jeune homme parlaient à la fois, la douleur de Marianne, sa confusion pour la manière dont elle avait été ramenée, un gros cafouillage. Madame Dashwood fit taire Margaret et l'ange gardien de Marianne, car il ressemblait vraiment à un ange, en demandant excuse de la manière dont il s'était introduit, raconta ce qui en était la cause avec tant de grâce et de sensibilité que l'admiration déjà excitée par une figure d'une beauté remarquable redoubla encore par le son de sa voix et par son expression. Madame Dashwood le remercia 1000 et 1000 fois, l'invita à s'asseoir mais refusa parce qu'il était tout trempé et qu'il pensait qu'il les mettrait en retard sur les soins de Marianne. Il prit congé de ces dames. Cependant, Madame Dashwood insista pour connaître son nom, et son nom était Willoughby, et son actuelle demeure était le château d'Allenham. Il espérait qu'on lui permette de venir le lendemain de s'informer de la santé de Mademoiselle Dashwood. Évidemment, ça lui fut accordé avec plaisir. Aussitôt que le pied de Marianne fut pansé, c'était parti pour les éloges, l'admiration de sa figure mâle, de cette beauté peu commune, la grâce et la noblesse de son maintien, le choix de ses expressions, sa galanterie chevaleresque avec Marianne. Ses sœurs plaisantèrent un peu sur son embarras en se voyant enlevées par un être qu'à sa beauté elles auraient pu prendre pour le chasseur Actéon ou pour Adonis. Elle dit qu'elle avait moins regardé, qu'elle était émue, puis par la confusion, elle n'avait pas trop pu le voir, mais qu'elle était quand même d'accord sur leur point de vue. Elle avoua même que c'était l'idéal qu'elle s'était toujours formé d'un héros de roman. Au final, chaque circonstance qui lui était relative était intéressante. Son nom était bon, sa résidence dans leur village favori, des chiens fort beaux aussi, et qui l'avaient accompagné jusque dans le salon, apparaissaient très attachés à leur maître, parce que sans doute il était bon pour eux. Et même Marianne avoua qu'elle trouvait au final la veste de chasse était un costume qui allait très bien à un jeune homme. Petite explication sur Actéon et Adonis. Actéon, dans la mythologie grecque, c'est le petit-fils d'Apollon. C'est un chasseur orgueilleux transformé en cerf par Artémis, après avoir surpris celle-ci prenant son bain entièrement nu et s'être délecté de la scène. Et il sera dévoré vivant par ses propres chiens qui ne le reconnaissent pas. Et quant à Adonis, dès sa naissance, il est d'une grande beauté. On disait même qu'il pourrait plaire même aux yeux de l'envie. Sir John vint à la chaumière dès que le premier jour d'intervalle de beau temps lui permit de sortir. Il apprit l'accident de Marianne, qu'il n'a même pas eu le temps d'entendre la fin, qu'on lui posa déjà plein de questions sur le gentilhomme qu'ils avaient rencontré, et lui demanda s'il connaissait un gentilhomme du nom de Willoughby demeurant à Allenham. Évidemment, il s'écria « Willoughby, ce cher garçon est ici, c'est une bonne nouvelle. J'irai demain le voir et je l'inviterai à dîner pour jeudi. » Madame Dashwood dit « Vous le connaissez donc ?»« Si je le connais, bien sûrement. Il vient chaque année. Quelle opinion avez-vous de lui ? La meilleure du monde, un excellent garçon, je vous assure. Il chasse bien, il danse à merveille. Il n'y a pas en Angleterre un homme qui monte à cheval plus hardiment. » Et Marianne, indignée, dit « C'est tout ce que vous savez de lui ? Quel est son caractère ? Quels sont ses goûts, ses talents, son génie ? Aime-t-il la littérature, les beaux-arts, la bonne compagnie ?» Sir John parut embarrassé. Je puis vous dire qu'il est un agréable et bon camarade, qu'il a les plus jolies petites chiennes d'arrêt que j'ai vues de ma vie. Et les avez avec lui d'ailleurs ? Elles sont noires, le museau et les pattes marquées de feu, une tache blanche au poitrail, deux charmantes petites bêtes sur mon honneur. Marianne se rappelle qu'il avait des chiens, mais elle n'avait pas pu remarquer leur robe et leur espèce que Sir John, le génie et le caractère de leur maître. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que pour Monsieur John, ce qui compte en fait, c'est vraiment la chasse, les chiens qui montent à cheval. Alors que pour Marianne, c'est vraiment tout son caractère, son génie, son talent, qu'est-ce qu'il aime, ses goûts. Donc c'est assez rigolo. Elle s'attend tellement à avoir la réponse à ses questions et puis au final elle est déçue parce qu'elle dit ça y est, il le connaît, je pourrai en apprendre davantage sur lui et au final, non, pas tant que ça en fait. Elinor demande qui est-il, d'où vient-il, et Sir John répond qu'il n'a aucune propriété dans le comté, qu'il demeure au château d'Allenham chez la vieille dame Smith et en fait qui est sa grande-tante et dont il devait hériter. Et il répond « Miss Elinor, c'est une bonne capture à faire, je puis vous l'assurer. » Outre cet héritage qui ne lui manquera pas, car il fait bien sa cour à la vieille dame, il possède déjà une très jolie terre en Somersetshire.
Et si j'étais à votre place, je ne le céderais pas à ma sœur cadette en dépit de sa chute. Que diable, mademoiselle Marianne ne peut espérer garder pour elle tous nos beaux garçons. Le colonel Brandon sera jaloux si vous n'y prenez garde. Madame Dashwood répond que monsieur Willoughby soit en danger de perdre sa liberté et son cœur près de mes filles. Elles n'ont pas été élevées à ce manège de coquetterie et n'y s'y entendent rien. Vos beaux garçons, de même que les riches, peuvent être fort tranquilles avec nous. Je suis charmée cependant d'apprendre que ce bon jeune homme est estimable et bien né et qu'on peut le recevoir. Monsieur John confirme que c'est un très bon et un très aimable garçon et qu'à Noël dernier, à un petit bal au parc, qu'il dansa depuis 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin sans s'asseoir une seule fois. Et Marianne, les yeux qui pétillent, et sans paraître fatiguée? Lui, pas du tout. À 8 heures du matin, il était à cheval pour la chasse. Et Marianne qui répond « J'aime cela. Un jeune homme doit être ainsi. Quoi qu'il fasse, il doit y être entièrement, sans se lasser, sans se rebuter. Je suis sûre qu'il ferait de même pour ses affaires, pour ses devoirs. » Et là, on a la petite touche de fin assez rigolote de Monsieur Sir John qui répond « Ce que je vois clairement, c'est qu'il a fait votre conquête, mademoiselle Marianne, et que le pauvre Brandon n'a plus qu'à se retirer. » Marianne, évidemment, fait celle qui ne comprend pas et répond qu'elle déteste cette expression de conquête. « Je ne songe point à faire des conquêtes, je vous assure, et personne n'a fait la mienne. » Sir John éclate de rire et répète en s'en allant « Heureux Willoughby, pauvre Brandon. » J'espère qu'au chapitre suivant, on va en apprendre davantage sur ce monsieur Willoughby. Normalement, il doit aller leur faire leur visite pour vérifier donc la cheville de Marianne, si elle va mieux. Donc à voir si une des deux finira avec monsieur Willoughby. Je vous remercie d'avoir suivi ces 2 chapitres et je vous dis à très vite pour les suivants. Une belle journée à vous.